Bonjour à tous, bienvenue pour ce rendez-vous proposé à l'approche de Franchise Expo Paris qui se tiendra du 16 au 18 mars prochain à Paris Porte de Versailles au sein du hall 1. Avant de vous rendre sur le salon, vous vous interrogez sûrement sur le choix du secteur d'activité, mais également sur la manière de financer votre projet entrepreneurial. Et on le sait, qui dit financement dit apport personnel. C'est cette question que nous allons évoquer aujourd'hui. Quand j'ai un faible apport, y a-t-il un concept qui est fait pour moi ? Nous allons tenter de vous donner un maximum de conseils et de réponses afin de préparer au mieux votre venue sur le salon Franchise Expo Paris et ainsi vous aiguiller vers l'enseigne correspondant le mieux à votre capacité de financement. À mes côtés aujourd'hui pour évoquer ce sujet, Cécile Pesquine, avocat associé au sein du cabinet Linkea, dédié à l'accompagnement des franchiseurs, Christophe Montfort, président et fondateur du réseau La Main Tendue, spécialisé dans le maintien à domicile, et Jérôme Longness, franchisé La Main Tendue, installé bientôt à Verton, dans le Pas-de-Calais. Merci beaucoup à tous les trois d'être à mes côtés. Bonjour à tous. Bonjour. Alors ma première question, elle va être assez simple. On parle d'apport personnel, c'est une notion qui peut paraître assez floue aux yeux des porteurs de projets. Cécile Pesquine, est-ce que vous pouvez nous aiguiller et nous expliquer concrètement ce qu'on entend aujourd'hui par l'apport personnel ? Alors, cette notion d'apport personnel, c'est l'enveloppe financière qu'un candidat à la franchise, qu'un futur franchisé est en capacité de mobiliser, de consacrer à son projet avant d'aller voir un banquier ou une personne qui va l'aider à se financer. Donc, c'est l'argent qui est disponible sur son compte en banque qu'il peut injecter dans son projet sans en avoir besoin à court terme. Alors aujourd'hui, on évoque la question du faible apport. C'est une question qui peut être prégnante aux yeux des porteurs de projets en ces temps économiques compliqués. Mais finalement, qu'est-ce qu'on appelle un faible apport aujourd'hui dans l'entrepreneuriat ? Alors, cette notion de faible apport, elle n'est pas définie sur le plan juridique. On peut l'appréhender de deux manières. D'une part, il y a un standard bancaire, on va dire historique, qui consiste à considérer que pour financer un projet d'entrepreneuriat, il faut disposer à minima d'un tiers du coût du projet en apport personnel. Donc on peut considérer que si un concept de franchise demande moins d'un tiers du coût du projet en apport personnel, on est dans une notion de faible apport. Ça, c'est l'appréciation, on va dire, bancaire selon des ratios traditionnels. Mais je pense qu'il y a une autre manière de l'appréhender. On peut aussi parler de faible apport quand il ne faut avoir que quelques centaines ou quelques milliers d'euros versus des concepts qui vont demander de mettre sur la table plusieurs centaines de milliers d'euros, parfois en fonction des investissements. Donc la notion de faible apport, elle est vraiment relative, elle va dépendre du profil du candidat à la franchise et également de l'enseigne et de l'investissement qui en découle. Est-ce qu'on peut entreprendre aujourd'hui sans apport du tout ? Alors c'est peut-être un peu naïf comme question, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et notamment en franchise, on peut se lancer sans 0 € d'apport ? Alors, ça peut arriver. Je pense que c'est une situation très peu fréquente, mais ça peut arriver. Si je n'ai pas besoin de prendre un emplacement commercial, de prendre un bail commercial, si je n'ai pas besoin d'acheter un véhicule, d'acheter un stock de démarrage, si je n'ai pas besoin d'investir, je peux me lancer avec 0 €. Généralement, ça se passera en dehors de la franchise, dans le cas d'auto-entreprise. Je vais créer une petite entreprise pour réaliser des travaux parce que j'ai des compétences en la matière. Mais même dans ce cas de figure-là, généralement, je dois acheter des outils, un véhicule, et je dois assez vite avoir besoin d'un financement ou d'un apport personnel. Donc à mon sens, c'est assez illusoire. Cela étant, les concepts de franchise qui permettent de se lancer dans l'entrepreneuriat avec un faible apport existent. Et traditionnellement, l'on constate que dans le secteur des services, les apports personnels requis sont plus faibles que dans le secteur de la vente au détail. Justement, vous faites ma transition. Christophe Montfort, on l'a dit, vous êtes président fondateur du réseau La Main Tendue, spécialisé dans le maintien à domicile. Comment cela se passe-t-il pour votre réseau ? Quels sont les éléments financiers ? Quel est l'apport demandé, le droit d'entrée pour intégrer votre réseau en franchise ? Alors historiquement, nous demandions, lorsque nous avons démarré le réseau de franchise, que nous avons démarré en 2019, donc nous sommes un jeune réseau, avec peu de recul justement sur les différentes méthodes de demande d'apport, de droit d'entrée, etc. Mais bon, chemin faisant, on s'est aperçu qu'en fait l'apport était souvent déterminé par le banquier et par les partenaires financiers qui accompagnent le franchisé dans l'obtention de ses prêts. Notamment, on travaille avec Initiative France qui vont demander un minimum d'apport
par le porteur du projet, et on peut évaluer cet apport comme une prise de risque en fait. Et ce que va évaluer le banquier, c'est la prise de risque du porteur de projet. Nous avons eu certains candidats à la franchise avec lesquels nous n'avons pas été plus loin puisque l'apport était trop faible. On parlait de 5 à 6 000 euros d'apport. Ce n'est pas entendable de la part d'un banquier, et ce n'est pas entendable également par nos partenaires financiers. Nous travaillons également avec Prepro, des courtiers, donc des franchisés également, qui accompagnent nos franchisés dans la réalisation de leur plan de financement. Et donc l'apport est souvent déterminé par nos partenaires financiers avec lesquels nous avançons. Et nous sommes à la main tendue entre 15 et 20 000 euros d'apport, puisque nous avons un investissement global pour ouvrir une agence d'environ 60 KE, 60 000 euros. Mais justement, cela veut dire que vous, si vous avez des candidats à la franchise qui se présentent à vous avec un très faible apport ou moins que l'apport demandé par vos partenaires bancaires, vous le refusez, ou vous arrivez à accompagner ce profil s'il correspond au profil qui intègre le réseau? Alors, nous sommes assez ouverts, enfin même très ouverts à la main tendue, puisque nous allons étudier la candidature. Lorsque nous sommes sur un faible apport, ça c'est un premier jet lorsque le candidat va remplir depuis l'extranet sa fiche candidature et on demande l'apport. Donc la personne peut mettre 5 000 euros, 6 000 euros, parce que ce sont ses deniers personnels, ce sont mes économies personnelles, et je n'ai pas trop envie d'aller piocher dans mes économies personnelles, dans mon livret A, etc. Après, on peut accompagner, creuser un petit peu plus, voir avec le candidat si il lui est possible d'augmenter un petit peu son apport, ne serait-ce que par un accompagnement familial. Voilà. Et parfois, on arrive à avoir des candidats qui, où on était parti sur une enveloppe de 6 000 euros et on parvient à obtenir 15 000 euros. Jérôme Longness, on l'a dit, vous êtes franchisé à Verton dans le Pas-de-Calais. Vous allez ouvrir votre agence dans quelques semaines. Comment vous avez financé votre projet à titre personnel? Je sais que vous avez un associé. Et quel a été l'apport au moment de vous lancer? Alors, au moment de se lancer, on avait suivi les recommandations de M. Montfort. En tout cas, en termes de pourcentage, effectivement, certains demandent à attendre 30%, 35%, certains 15%, 20%. Nous, on s'était mis en tête de fournir entre 20 et 25%, voilà, pour être crédible vis-à-vis des organismes bancaires. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est un peu au-dessus des 60 prévus. Et aujourd'hui, on fait un apport. Donc, on est associés. On apporte chacun 10. Voilà. Vous le disiez, il y a des moyens d'accompagner les porteurs de projets et de booster en quelque sorte l'apport personnel. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer davantage et quels avantages pour vous en tant que tête de réseau de pouvoir accompagner vos porteurs de projets sur cette notion-là? Oui, alors nous avons des partenaires très sérieux pour les citer, le réseau Entreprendre, dont je suis membre et lauréat également, parce que j'étais lauréat en 2022 du réseau Entreprendre. Donc c'est un réseau intéressant qui accompagne les créateurs d'entreprises et auprès duquel les candidats à la franchise peuvent obtenir des prêts d'honneur. Nous avons le cas sur notre franchisée Angélique, qui a ouvert dans le 56, dans le Morbihan, qui a obtenu 40 000 euros de prêts d'honneur par le réseau Entreprendre. Donc elle est lauréat du réseau Entreprendre. Donc ça, ce sont les partenaires avec lesquels nous évoluons, nous travaillons. France Active également. France Active, un organisme auprès duquel les candidats déposent un dossier de candidature, où le réseau France Active peut également aussi accompagner le franchisé dans sa future exploitation, par le biais également de prêts d'honneur, mais également France Initiative. Alors je parle d'Initiative France, mais après ce sont des succursales locales. Des déclinaisons départementales. Des déclinaisons départementales, où Jérôme est en relation également avec eux. Et ça, c'est excellent d'avoir des partenaires comme ça en France qui accompagnent le créateur d'entreprise. Alors c'est beaucoup plus favorable pour les entrepreneurs, les femmes qui créent une entreprise. Il y a beaucoup plus d'entrain pour accompagner les femmes entrepreneurs, et c'est bien, c'est très bien, surtout dans notre secteur, parce que c'est un secteur essentiellement issu très féminin. Ouais. Voilà, donc ça, ce sont des partenaires avec lesquels nous travaillons, et puis après, on a également le BPI, la BPI France, et puis les partenaires banquiers avec lesquels nous travaillons sur les réseaux de franchise, la BPCE notamment, qui nous accompagne et qui sont à même
d'étudier les dossiers de candidature sur le plan de financement. Et puis, comme je le disais, le partenaire Prepro, avec lequel nous avons signé une convention tout à fait récente et qui, Prepro, ce sont des anciens banquiers qui ont créé ce réseau de franchise et généralement, quand un banquier parle à un banquier, ils se comprennent. Ils se comprennent mieux. Cécile, tous les mécanismes dont M. Montfort vient de nous évoquer, est-ce que ce sont des mécanismes que les têtes de réseau utilisent régulièrement de votre expérience? Est-ce que ce sont des choses qui sont mises en place de plus en plus au sein des têtes de réseau pour accompagner les candidats à la franchise? Alors, je ne veux surtout pas réduire l'apport de cette enseigne qui m'a l'air très structurée à cet égard, mais en effet, il est assez courant chez des franchiseurs structurés comme l'enseigne La Main Tendue que des partenariats soient noués avec à la fois des partenaires bancaires historiques classiques, évidemment des courtiers en financement tels que Prepro, comme l'a cité M. Montfort, et puis les franchiseurs vont parfois aussi plus loin. Certains secteurs d'activité sont frappés par des refus de financement assez importants parce que ce sont des secteurs sinistrés et les banquiers sont moins enclins à aller les financer. Cela peut arriver et cela s'explique. Et dans ce cas de figure-là, le franchiseur peut même aller jusqu'à créer un véhicule d'accompagnement en financement des franchisés qui va être un véhicule distinct de l'entreprise du franchiseur qui peut aller prêter le petit bout qui va manquer pour concrétiser le projet. Donc ça, on voit aussi ce mode de financement se mettre en place avec les franchiseurs. Et puis, dans certains cas, les franchiseurs peuvent créer aussi un fonds un petit peu coopératif où plusieurs franchisés vont contribuer à armes égales. De la même manière, le franchiseur va contribuer pour financer les projets de certains candidats à la franchise, parfois sur une deuxième ou une troisième ouverture. Donc, on se rend compte que la pratique va créer des solutions très innovantes et que le secteur bancaire, évidemment, reste majoritaire dans le financement de l'entrepreneuriat en franchise, mais qu'aujourd'hui, on a aussi plein de solutions qui vont de pair avec le financement bancaire traditionnel. Jérôme Longness, on l'a évoqué, vous êtes passé par ce type de structure pour décrocher des prêts d'honneur. On est dedans. Vous êtes en plein dedans avant l'ouverture de votre agence. Quels sont les avantages selon vous et est-ce que le modèle de la franchise est bien compris par ce type de structure ? Alors, au-delà des partenaires bancaires classiques, et plus les partenaires, on va dire, d'accompagnement BPI, etc., nous on est allé également voir les partenaires locaux. Voilà, communauté de communes, etc. Il ne faut pas négliger ce tissu-là, vraiment local, qui lui est source aussi d'accompagnement et d'aide financière. Les réactions sont différentes. C'est-à-dire être adossé à un franchiseur, à un réseau de franchises. Les partenaires bancaires classiques aiment beaucoup. Voilà, c'est rassurant de connaître le réseau, de savoir que c'est un modèle qui existe, qui réussit. Les partenaires d'accompagnement entreprise, nous suivent classiquement. Au niveau local, c'est pas forcément bien interprété. Voilà, parce que pour eux, on bénéficie déjà d'un accompagnement, d'une aide, donc on n'est pas dans les priorités d'accompagnement, que ce soit pour la recherche d'un local, que ce soit pour des aides à l'investissement dans le mobilier, dans le matériel, dans le véhicule. Voilà, nous on fait du portage de repas, donc on a besoin de véhicules. On n'est pas assez connus. Voilà. Il y a encore une pédagogie à faire sur le modèle de la franchise. Au niveau des interlocuteurs vraiment locaux, communauté de communes, des différents partenaires. C'est un constat que vous faites à votre niveau, Christophe Montfort, sur les partenaires locaux ? Non, ça dépend des régions en fait. Ça va dépendre des régions. Aucun département ne se ressemble, aucune région ne se ressemble. Ils ont chacun leur façon d'interpréter. Et nous, on peut le voir sur les franchisés installés, mais à tout niveau, même sur la demande, parce que c'est un secteur très réglementé, sur les demandes d'agrément, d'un département à un autre, ça va être complètement différent. La demande, l'approche sera complètement différente. Et là, effectivement, on en parlait à midi, je découvre que localement, alors que c'est quand même triste parce que Jérôme et Benoît vont participer au développement économique de leur territoire, ils vont créer de l'emploi, ils vont répondre à un besoin très fort en milieu rural en matière de maintien à domicile, où l'isolement est très présent, croyez-moi. En 2024, on le voit. Nous avons été encore témoins la semaine dernière d'un cas triste sur un de nos sites en propre. Donc, voilà. Mais après, il faut... chaque département, chaque région va différer en fonction. Il y a aussi les couleurs politiques aussi qui peuvent parfois jouer. L'accompagnement, de ce fait, il est différent. Enfin, il faut utiliser de ce fait les partenaires locaux sous d'autres façons.
Nous, on les utilise pour notre sourcing, par exemple, de fournisseurs de prestations de repas. Voilà, donc on cherche des traiteurs, des gens locaux qui font vivre le tissu local. Et on utilise les différents intervenants locaux, municipaux, sur ces sujets-là. On sort du cadre purement financier, de financement, on est sur un partenariat qui est autre. Voilà. Cécile Pesquine, est-ce que vous, en tant qu'avocate qui accompagne les têtes de réseau, vous ressentez un peu cette méconnaissance de la franchise au niveau local, sur les territoires sur lesquels peuvent se développer vos clients ? Oui, je pense qu'il y a plein d'idées reçues. La franchise a souvent une connotation restauration rapide américaine et du coup est parfois un peu une connotation injurieuse pour des élus du service public. Donc elle souffre d'une réputation peut-être trop commerciale qui fait obstacle à son accueil et à son insertion comme il se devrait, puisqu'en fait elle est vraiment créatrice d'emplois et d'activités dans un bassin de population et elle va pouvoir porter un tissu économique local. Donc je pense que c'est un lieu commun dans lequel certains bassins peuvent tomber. Cela étant, l'on constate aussi de plus en plus, et d'ailleurs au Salon Franchise Expo Paris, on en fait l'expérience, que les communes et particulièrement les centres-villes viennent se mobiliser pour faire venir des enseignes et ainsi redynamiser le tissu de centre-ville versus les centres commerciaux et générer à nouveau un commerce de centre-ville. Donc les enseignes, à cet égard, sont vraiment importantes pour les élus. Et je trouve qu'il y a aussi une tendance à essayer de solliciter de plus en plus des enseignes pour faire réémerger un dynamisme en centre-ville. Aux yeux des entrepreneurs aussi, j'imagine qu'il y a de la pédagogie à faire en matière de financement. On le disait en amont de cette émission qu'une idée reçue de la part des entrepreneurs, c'est que la franchise coûte plus cher que pour se lancer en tant qu'entrepreneur sans enseigne. Est-ce que vous avez ce ressenti-là en fonction des candidats qui peuvent être accompagnés par vos clients ? Alors non, j'ai plutôt le ressenti parfois inverse, mais c'est vrai que ça peut être un lieu commun. Et pour moi, c'est une erreur de penser que la franchise coûte plus cher que d'entreprendre tout seul. Quand j'entreprends seul, il faut que je crée un concept, donc que je l'imagine, ensuite que je l'expérimente, que je trouve une marque, que je trouve un concept de magasin, que je trouve une offre commerciale, je vais me chercher, je vais trouver un positionnement tarifaire, je vais un petit peu le faire évoluer, je vais trouver des fournisseurs, des prestataires. Tout ce délai d'expérimentation du concept que j'ai imaginé va prendre, selon les cas, entre 1 et 10 années. En m'adossant à un franchiseur digne de ce nom, qui a un concept expérimenté au travers de plusieurs expérimentations pilotes, qui a un recul suffisant, je vais faire l'économie de tout ce temps-là et à moindre coût, puisque le fait de payer un droit d'entrée est moindre par rapport à la durée que prend cette expérimentation-là. Donc pour moi, c'est vraiment une erreur de penser qu'entreprendre seul est moins onéreux qu'entreprendre en franchise. Bien au contraire, le droit d'entrée de la franchise a une réelle contrepartie, c'est la plus-value et le savoir-faire qui a été éprouvé par le franchiseur. Christophe Montfort, est-ce que sur cette question-là, vous devez rassurer souvent ou de temps en temps les candidats à la franchise qui vous sollicitent sur cette notion de l'investissement ? Ça me coûte cher de vous rejoindre. Et quels sont les apports que cela m'apporte en tant qu'entrepreneur ? J'adhère totalement à ce que vous venez de dire, parce que c'est le fait de s'adosser à un réseau de franchise, ça permet d'aller vite. C'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie. Parce qu'on peut aller s'épuiser, aller chercher des partenaires. Qui sont les bons partenaires ? Qui va m'accompagner pour la réalisation de mon business model ? Qui va m'accompagner pour l'étude de marché ? On fournit par le biais du DIP, du document d'information précontractuel, dans le respect total de la loi Doubin, on fournit également un état local du marché. Donc, ce qui va permettre aux franchisés de savoir dans quel secteur, dans quelle zone de chalandise il va s'implanter, avec une étude de la concurrence, une étude des besoins, une étude... Pour nous, spécifiquement, on va aller cibler la population des personnes âgées, avec les revenus médians, etc. Donc, les partenaires également avec lesquels nous travaillons, les partenaires en matière d'expertise comptable, de juridique, création d'entreprise. C'est pas donné à tout le monde de créer une entreprise demain. Par quel biais je commence ? Quand on va parler du greffe du tribunal, qui va créer mon entreprise ? Voilà, tous ces partenaires avec lesquels nous travaillons, nous les proposons à nos candidats. Ils ont été proposés à Jérôme notamment. Après, le candidat n'a aucune obligation de faire le choix de passer par nos partenaires, mais en fait, on aiguille quand même, on oriente, et ça permet aux futurs exploitants de gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent.
Et donc, parce qu'on nous dit souvent, comment justifiez-vous vos droits d'entrée? Donc, ils sont à hauteur de 18 000 € à la main tendue. C'est justifié, alors, notamment par la marque. Ça fait 21 ans que nous existons, donc nous sommes des pionniers du maintien à domicile. Les méthodes, les process, la connaissance du métier, la connaissance du secteur, la connaissance de la population, parce que c'est un métier, s'occuper des personnes âgées, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, et puis les partenaires que nous proposons, etc. Et ça permet aux futurs exploitants d'aller beaucoup plus vite et de gagner un temps énorme. Il faut à peu près, il faut à peu près entre 5 et 6 mois en 5 et 6 mois, tout est bouclé. C'est-à-dire que nous avons 16 étapes à la main tendue, et en 5 et 6 mois, les choses sont réalisées, et généralement, le franchisé, vous n'allez pas me contredire, Jérôme, généralement, le franchisé ouvre son agence. Justement, Jérôme, vous étiez salarié avant de vous lancer. L'entrepreneuriat, c'était toujours quelque chose que vous vouliez faire. Vous me l'avez confié quand on a préparé notre échange. Pourquoi la franchise? À quel moment vous vous êtes dit la franchise, ce sera le bon modèle pour moi pour concrétiser mon projet entrepreneurial? Alors pas tout de suite. En fait, notre premier sujet, c'était la reprise. C'est la reprise d'une structure déjà existante. Puisque on s'était dit que c'était plus simple de reprendre déjà un bilan existant, un potentiel, un effectif, une clientèle, un ensemble. Mais sauf que dans notre secteur, dans le secteur du service à la personne comme on l'entend, du maintien à domicile, il n'y en a pas. Il n'y a pas de structures, en tout cas, qui sont à reprendre de taille suffisante. Donc, autre choix. Pour bien comprendre, vous vouliez reprendre une structure existante, mais pas forcément en franchise. C'est indépendant. Oui, tout à fait. Une structure dans le maintien à domicile. Et donc, deux possibilités. Soit on crée en partant de zéro, soit on passe sous franchise. Effectivement, les droits d'entrée dans la franchise font un peu peur. Voilà, on se demande comment. On comprend très vite quand on détaille que c'est un gain de temps. Alors nous, on met un peu plus que 6 mois parce qu'on fait le choix de se former en parallèle au métier d'auxiliaire de vie. Mais sinon, on aurait déjà pu ouvrir. Voilà. Et donc, en moins de 6 mois, c'est fait avec un support de communication qui est établi, une marque qui est établie, des contrats de travail, un support juridique, etc. Donc, oui, il répond à tout. La force de la main tendue, dans ce cas-là, c'est de l'accompagnement. Voilà, il y a des sujets sur lesquels on est plus à l'aise. Effectivement, on a fait le choix, nous, dans notre cas, sur les partenaires financiers, de ne pas suivre les partenaires de M. Montfort. On a pris des partenaires locaux, mais voilà, on est sur un accompagnement. Oui, donc ça nous fait gagner un temps considérable. On va démarrer en avril, on ouvre en avril, on sera efficace tout de suite. Tout est fait. Cécile Pesquine, depuis tout à l'heure, on parle de droits d'entrée, royalties, apport personnel, investissement. Est-ce que tous ces critères, c'est les premiers critères de choix d'un candidat à la franchise pour son enseigne, ou il y en a d'autres? Alors je pense que le premier critère, c'est est-ce que ça me plaît, est-ce que ça m'emballe, est-ce que je suis à fond derrière le concept que je vais rejoindre, est-ce que je suis fière de porter cette bannière, puisque demain, le franchisé représente l'enseigne et doit être fier de représenter l'enseigne. Donc, à mon avis, le premier critère, évidemment, c'est le critère intangible et subjectif de l'adhésion à l'enseigne. Et évidemment qu'il y a des critères qui permettent de se positionner. L'apport personnel en est un. J'aimerais bien ouvrir un énorme restaurant, mais je n'ai pas l'apport personnel requis. Je vais devoir considérer des concepts moins onéreux en termes d'apport personnel et de financement. Donc, ça va aussi être un critère important. Évidemment, la personnalité du porteur de projet va influer sur le choix de son concept. J'ai un profil plutôt commercial, je vais au-devant, je n'ai pas peur d'aller démarcher une clientèle. Dans ces cas-là, je peux m'orienter vers une franchise de service qui n'a pas besoin d'avoir un emplacement numéro 1 parce que je vais être en mesure d'aller démarcher une clientèle. Inversement, j'ai plutôt envie d'avoir un emplacement numéro 1 avec une clientèle entrante et une enseigne qui a déjà une notoriété forte. Dans ces cas-là, je peux m'orienter vers un concept plus notoire. Donc en fait, il y a pléthore de critères qui vont pouvoir permettre aux candidats à la franchise de s'orienter vers tel ou tel secteur d'activité. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ces critères-là. Il faut faire le choix d'aller regarder tous les acteurs du secteur concerné. Donc d'aller, je ne sais pas si vous l'avez fait, d'ailleurs ça peut être une question, mais voir tous les concurrents qui se positionnent sur la franchise pour voir ce qu'ils proposent, comment ils s'adressent aux franchisés, comment ils entretiennent et ils nourrissent le lien avec le franchisé, et est-ce que ça nous convient.
Et il y a autant de franchisés que d'enseignes possibles, puisqu'on a aujourd'hui, je ne sais plus combien d'enseignes qui exploitent, je crois, près de 600 au salon de la franchise et encore plus sur Internet. Et c'est vrai que tout le monde doit pouvoir trouver chaussure à son pied. Mais à mon sens, un projet entrepreneurial, j'ai coutume de dire que c'est comme un mariage. On ne sort pas facilement d'un mariage, on sort encore moins facilement d'un projet d'entreprise. Et donc, il est indispensable d'avoir, alors non pas testé toutes les fiancées sur le marché, mais d'avoir au moins été enquêté sur toutes les enseignes du secteur d'activité pour déterminer celle avec laquelle on est vraiment en phase. Il ne faut pas qu'il y ait de doute, il faut que tous les éléments soient mûris et questionnés. Un projet de lancement en franchise, et ça serait intéressant de savoir combien de temps ça vous a pris avant de décider de signer avec la main tendue. Dans ce qu'on rencontre au cabinet, en tout cas dans les dossiers, c'est généralement entre 6 mois et 2 années de réflexion entre le premier contact et le moment où je rejoins le réseau de franchise. Donc c'est une réflexion qui est très importante. Alors, en effet, il y a 2000 réseaux en France, en franchise, tout compris, tout secteur confondu. Jérôme Longnesse, comment vous avez choisi concrètement et à quel moment vous avez pris contact? Je suis entièrement d'accord. La première idée, c'est de trouver un concept, une idée, un secteur d'activité qui nous convient, qu'on s'approprie, qu'on est prêt à assumer au quotidien, voilà, qu'on est prêt à défendre, puisque c'est quand même la première vocation de l'entrepreneur. Et ensuite, alors, nous, dans notre cas personnel, on s'est dirigé vers le service à la personne. On a démarché entre 20 et 30 enseignes. Voilà. Alors, entre 20 et 30 enseignes, on est passé déjà par le réseau Internet, où donc on a fait des demandes d'information. C'est le premier contact. Certaines vous relancent, mais déjà à la lecture des plaquettes, on voit, est-ce qu'il y a des valeurs, des mots-clés? On avait ciblé des mots-clés qui nous correspondaient. Est-ce qu'on les retrouve, on ne les retrouve pas? Est-ce que ça nous parle? Donc, et ensuite, on a fait l'entonnoir. Tout au long, à chaque fois, on a fait une sélection. Voilà, ensuite on a fait un entretien téléphonique. Ceux avec qui c'est encore matché, on est allé jusque la visio. De la visio, on a fait la rencontre physique. Voilà, et ainsi de suite. On a fait le DIP avec certains. Et voilà, sur un podium. Ensuite, la signature finale. Alors, notre démarche, elle a démarré l'été dernier, en août, et on a signé en décembre cette année. Voilà. Donc ça allait relativement vite. Ah, ça a été vite, oui. Oui, ça a été vite. On a tenu, alors tous nos interlocuteurs, franchiseurs qu'on a rencontrés, nous ont dit qu'on avait un rythme beaucoup trop soutenu. Mais le fait d'être à deux, on s'accordait très peu de répit, donc voilà, on a battu le fer tant qu'il était chaud. Mais je pose une petite question complémentaire. Entre le moment où vous aviez la petite idée en germe, vous et votre associé, de vous dire on va lancer, vous n'étiez pas avec cette idée avant? Alors, on a eu une première idée, attendez. On a eu une première idée il y a quelques années, oui, effectivement. On a toujours, au fond de nous, on s'est dit qu'on serait un jour, on serait entrepreneur. Il y a quelques années, on avait fait des premières démarches, voilà, dans une structure d'accueil de personnes âgées, voilà, pour être plus avant tous les scandales qui ont eu lieu. Voilà, pour des raisons perso. C'était pas le bon timing. En fait, vous savez, il faut être pragmatique. C'était pas le bon timing. Donc, on a continué nos carrières diverses et puis on a amorcé l'été dernier, voilà, en juin. Mais en effet, l'idée était là, et elle germait depuis un moment. Donc entre l'idée d'entreprendre, elle a germé, je pense, depuis il y a plus de 30 ans. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui a fait la différence dans votre choix final avec la main tendue, Christophe Montfort? Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'enseigne, au-delà des paramètres financiers, parce que je sais que ce n'est pas le premier critère pour vous, mais qu'est-ce qui vous a séduit? Ça n'est pas le premier critère. En fait, pour reprendre ce principe de l'entonnoir, on a adressé, voilà, de par notre parcours, on a fait un tableau comparatif dont on a parlé de l'apport financier, effectivement, des royalties, qui sont une part, il faut quand même en tenir compte dans sa construction budgétaire. Alors, dans notre secteur, des services proposés. Est-ce qu'on est sur un multigénéraliste? Est-ce qu'on fait du maintien? Est-ce qu'on fait que du confort? Voilà, et puis des valeurs des gens, des contacts. Qu'est-ce qui a fait la différence? On a rencontré un paquet de franchiseurs. Certains très dirigistes, ça ne nous correspondait pas, puisque même si on est franchisé aujourd'hui, on a notre structure, nous sommes entrepreneurs, nous avons notre entreprise, donc il faut qu'elle nous corresponde et qu'on puisse aussi la piloter avec une certaine... nous restons les capitaines du bateau. Donc certains étaient trop dirigistes, d'autres à l'inverse étaient dans un accompagnement quasi inexistant, avec trop de latitude, où là, entre guillemets, une fois que le droit d'entrée a été fait. Donc il faut trouver le bon, il faut prendre le temps de rencontrer la bonne personne. Monsieur Montfort,
on a senti on était sur un aiguillage, un vrai accompagnement. Où voilà, si vous avez besoin, moi j'ai ça, je peux vous proposer ça. Si vous voulez être indépendant et gérer, chercher vos partenaires, vos structures, j'ai ça comme piste. Vous prenez pas, voilà. Il y a des sujets où on est sur du conseil. On est vraiment sur un rapport gagnant-gagnant. Voilà. Christophe Monfort, on le disait, la franchise, c'est comme un mariage, il faut trouver le bon partenaire. Comment vous étudiez les candidatures et quelles sont vos valeurs que vous souhaitez véhiculer auprès de vos futurs franchisés et sur lesquels vous devez être raccord au final? Alors, excellente question, parce qu'on a fait des erreurs. Nous sommes Jeune Réseau. Et on a fait des erreurs justement sur ce qu'on appelle les personae, la segmentation de la prospection que l'on va avoir envers nos candidats, comment coopter notre candidat, comment l'attirer et comment lui donner envie de rejoindre notre réseau. Ça, c'est une première chose. Je suis d'une personnalité assez convaincante, parce que je suis convaincu déjà par nature, convaincu par le métier que je fais, par passion. Mais face à soi, on peut avoir des personnes qui... Et on a occulté certains points, certains axes très importants, notamment la capacité à un futur franchisé à gérer du personnel. Parce que même en formant sur le management, la formation c'est une chose, mais c'est le terrain qui parle. Et gérer du personnel, surtout dans un secteur comme le nôtre, où on gère de l'humain, avec un secteur où on travaille constamment en flux tendu, donc ça demande des méthodes, des process, et on a pu subir des dérives de process où le franchisé finalement n'en faisait qu'à sa sauce, sans respecter nos méthodes et nos process, et on s'est vite aperçu que ça ne fonctionnait pas du tout. Et pourtant, des personnes issues du secteur social, médico-social. Donc on avait un personae très restreint, et on a revu notre copie pour ouvrir un peu le champ des possibles, et en travaillant, notamment, Jérôme et Benoît sont le modèle même. Jérôme a géré une BU, une business unit, donc il sait ce que c'est que de gérer du personnel, il sait ce que c'est que de gérer une trésorerie, de gérer un budget, et ça c'est important pour un futur chef d'entreprise, parce que le franchiseur aura du mal à apprendre aux franchisés ce que c'est que de gérer un budget, gérer une trésorerie, puis c'est pas le rôle du franchiseur. Le rôle du franchiseur, il est voilà. Donc on a revu justement notre champ des possibles, on a élargi notre segmentation, et nous sommes aujourd'hui très à l'écoute sur le cursus professionnel du candidat, et on va, alors qu'il ne soit pas issu du secteur social médico-social, ce n'est pas un problème, parce que ça s'apprend par contre. Ça on peut former là-dessus parce que c'est notre métier, mais après on va vraiment aller pointer, voir si la personne a su dans le passé soit gérer une entreprise, soit gérer une business unit, est-ce qu'il a fait du recrutement, est-ce qu'il a géré voilà, est-ce qu'il est assez poussé au niveau du management. Comme je le dis, Jérôme, je l'ai toujours dit, c'est la vision dans notre métier, la vision, elle est sur le management. Et la pérennité d'une structure dans notre métier, la pérennité, elle repose à 100% sur le management. Et c'est là l'essentiel de nos futurs personnels. Justement, on parle d'apprendre un métier, que le franchiseur accompagne sur ces notions-là. Le modèle de la franchise a cette force-là, c'est de pouvoir se reconvertir. On le sait, plus de 7 franchisés sur 10 aujourd'hui sont d'anciens salariés. Cécile Pesquine, pourquoi le modèle de la franchise est selon vous aujourd'hui un modèle à privilégier quand on souhaite entreprendre, et notamment quand on n'a pas un gros apport financier ? C'est notamment pour les raisons qu'on évoquait jusqu'ici. Ça permet un gain de temps important. Parfois, tout simplement, on a l'idée d'être entrepreneur, mais on n'a pas la créativité ni l'idée du concept que l'on souhaiterait développer. Et donc, il est très facile et beaucoup plus efficace d'aller se mettre dans le sillage d'un réseau qui fonctionne avec un concept qui fonctionne également. Donc, je pense que c'est autant de raisons qui permettent de se dire qu'on va réussir plus facilement quand on est en reconversion. Et je pense que la démarche
démarche que vous avez eue, qui est d'ailleurs la même que le franchiseur a de l'autre côté, et c'est très intéressant, je ne l'avais jamais entendu côté franchisé, qui est de se dire, bah oui, moi aussi je vais faire mon marché, je vais les mettre en concurrence, je vais faire une technique sous forme d'entonnoir avec mon associé, on va lister les critères qui sont importants pour nous, on va peut-être leur accorder une visio ou pas, on va peut-être passer au stade du DIP ou pas, peut-être qu'on va aller jusqu'au siège. À mon avis, c'est vraiment la bonne démarche à avoir aussi pour le candidat à la franchise. J'accompagne seulement des franchiseurs, donc je ne cesse de leur répéter qu'il faut vraiment sélectionner et prendre le temps pour éviter justement des profils dont on n'avait pas appréhendé, qu'il y avait peut-être une fragilité sur le plan commercial, sur le plan du management, ça va dépendre du secteur d'activité. Mais côté franchisé, là aussi, il faut vraiment sortir parfois du côté « je suis amoureux de tel concept, il est génial », en se disant « est-ce que ce partenaire-là, franchiseur, répond à mes attentes ?» partage mes valeurs. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous avez dit, à aucun moment vous avez mis en avant le fait qu'avec la main tendue, vous alliez générer une rentabilité plus importante qu'avec les autres franchiseurs que vous aviez rencontrés. Ça aurait pu être le cas, car l'entrepreneur n'est pas philanthrope, mais ça n'était pas le cas. Vous êtes plus sur la démarche de vous dire « je sais qu'ils vont répondre à mes attentes en termes de valeurs, en termes de concepts, et qu'ils vont aussi me laisser une part de souplesse. » Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, quand on pense à franchise, on voit la rentabilité. Et la rentabilité, je pense évidemment que c'est indispensable, surtout quand on quitte un poste de salarié avec un réel confort. Cela étant, la rentabilité, elle est l'accessoire. Si je suis engagée, que je suis convaincue et que ça fonctionne, la rentabilité va en découler. Mais c'est vrai que c'est très parlant chez vous. Et effectivement, enfin, nous, on fait partie des rares, et ça avait surpris beaucoup de nos interlocuteurs, mais on a signé plusieurs DIP. C'est-à-dire qu'on va aller au bout de la démarche avec les franchiseurs, comprendre quel était leur modèle, quelle était leur appréhension du secteur. Et ensuite, oui, de toute façon, il faut les tester, il faut les comparer. Je veux dire, eux comparent bien les candidats. Enfin, je veux dire, un franchiseur compare. Justement, on parle du la DIP. sélection se fait dans les deux sens. Peut-être rappeler ce que c'est, Cécile Pesquine, le DIP, le document d'information précontractuelle, parce que tout le monde n'est pas au fait de ces questions-là. Donc peut-être rappeler en quelques mots ce que c'est et pourquoi c'est important de le passer au crible. Bien sûr. Alors, de la même manière que lorsqu'un particulier va emprunter pour acheter sa résidence principale, eh bien dans ce cas-là, la banque va lui remettre une offre de prêt et il y a un délai minimum avant lequel le futur emprunteur ne peut pas signer son prêt immobilier. Le but de ce délai est que l'emprunteur puisse prendre connaissance du prêt qui lui est proposé, des conditions financières et mûrir son projet. De la même manière, dans le domaine de la franchise, on a un document d'information préalable qui doit être remis au moins 20 jours, c'est 20 jours calendaires, avant la signature de tout contrat de franchise et au moins 20 jours avant que je verse le premier euro en lien avec la franchise. Ce document-là, il va me permettre de savoir à qui j'ai affaire en tant que franchiseur. Il doit présenter l'entreprise du franchiseur, les comptes du franchiseur au titre des 2 derniers exercices. Certains vont plus loin et fournissent l'intégralité de leurs comptes. Il doit présenter le réseau de points de vente ou d'agences exploités par le franchiseur en propre, le réseau de points de vente ou d'agences exploités par des franchisés, la date d'entrée dans le réseau des franchisés. Il doit également recenser les franchisés qui sont sortis du réseau l'année précédant la remise du DIP. Il doit lister l'ensemble des investissements spécifiques, ce qu'on appelle les CAPEX à l'enseigne. Et en annexe à ce DIP se trouvent des éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est le projet de contrat de franchise. Voilà le contrat qu'il vous sera proposé de signer si vous décidez d'avancer avec nous dans plus de 20 jours. Et les autres éléments qu'il doit fournir en annexe sont les états du marché locaux et nationaux que vous avez indiqués. Donc là, c'est une présentation du marché pertinent à l'échelle nationale de la France et à l'échelle locale sur le territoire sur lequel le candidat cible ses recherches, afin que le candidat à la franchise dispose de données pour pouvoir connaître le marché auquel il va s'adresser. C'est indispensable de le lire, de le décortiquer, d'interroger le franchiseur quand il y a des points qu'on ne comprend pas, mais il ne faut pas s'arrêter là. Ce n'est pas parce que j'ai reçu un DIP qu'il me convient, qu'il a l'air magnifique, que je dois m'arrêter là. Le franchisé est un futur entrepreneur. Et donc, il doit faire une étude de marché, et ça, c'est pas au franchiseur de lui remettre, c'est à lui d'aller sur le terrain, alors quand on est dans le commerce physique, d'aller compter les flux, parfois avec un petit compteur, comme pour les manifestations, d'aller faire une enquête auprès des élus pour savoir s'il va y avoir des travaux, s'il va y avoir des concurrents. Dans votre secteur, ce qui peut être pertinent, c'est est-ce qu'il y a des concurrents du secteur associatif qui vont exercer une concurrence un peu déloyale parfois, puisque pas les mêmes conditions de fiscalité. Donc ça, c'est une étude de terrain qui doit être menée en parallèle de la lecture de DIP,
DIP par le candidat à la franchise. Et donc il faut passer au crible ce DIP, mais en parallèle se comporter exactement comme vous l'avez fait, en enquêteur, en investigateur. Et le fait de signer plusieurs DIP avec une enseigne, est-ce que c'est quelque chose qui est couramment fait par les franchisés? J'ai pas l'impression, moi, de mon expérience et des échanges que je peux avoir avec les entrepreneurs. Est-ce que c'est recommandé pour pouvoir faire son choix en connaissance de cause? Parce que c'est aussi à ça que sert le document. Voilà. Quels seraient vos conseils, Cécile Pesquine? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de statistiques sur combien de DIP sont sollicités par des candidats à la franchise. Déjà, les enseignes, généralement, ne remettent pas le DIP au premier contact, ni même au premier contact au pluriel. C'est un travail important pour le franchiseur que de réaliser un DIP, puisqu'à chaque candidat à la franchise, je dois l'actualiser. Je dois faire réaliser un état du marché local, donc ça va me coûter de l'argent ou du temps. Et donc, je ne le remets pas à la personne que j'ai vue une seule fois et dont je ne sais pas si j'ai envie de m'engager avec elle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, également, le franchiseur va sélectionner et va aussi regarder si le candidat à la franchise n'est pas en train d'aller regarder à droite et à gauche. Et dans la mesure où le DIP comprend des informations très confidentielles sur le franchiseur et sur le réseau, on a tendance à ne pas le délivrer tout de suite. Cela étant, on retrouve parfois dans nos dossiers côté franchiseur des candidats à la franchise qui sont allés se voir remettre plusieurs DIP d'enseignes concurrentes. Et donc, pour moi, pas gênant. Il faut simplement garder à l'esprit côté franchisé qu'on est tenu à un devoir de confidentialité, de ne pas réutiliser les informations qu'il contient pour des finalités concurrentes. Et parfois, ce devoir-là est sanctionné par ce qu'on appelle une pénalité. Donc, si le franchisé divulgue des informations confidentielles ou s'il les réutilise pour d'autres finalités, il peut être poursuivi en justice. Ces documents, ils ont été essentiels pour vous pour faire votre choix définitif ou ça a été un support supplémentaire? Ça a été un support supplémentaire. Ça a été un support supplémentaire qui a permis de mettre noir sur blanc aussi les conditions. Parce qu'effectivement, dans le DIP, il inclut le contrat de franchise tel qu'il est. Ça nous a amené sur chacun, puisque effectivement, on n'en a pas fait non plus 10 en DIP. Hein, voilà. Je tiens à rassurer, on n'a pas mis à mal l'ensemble des franchiseurs, mais en tout cas, c'est sur le podium de ceux qu'on avait sélectionnés, on l'a fait. Ça a permis de faire un point derrière et de renégocier, de rediscuter de certains aspects. Enfin, c'est ce qu'on a fait avec les différents, en disant là pour nous ça n'est pas clair. Enfin, allons-y, que ce soit dans les frais de formation. Alors nous on a une particularité puisqu'on est associé. La formation initiale, le coût qui est vendu par le franchiseur, est-ce qu'il inclut une personne ou l'entité? Comment c'est pas la même chose, hein, enfin on parle du double. Voilà, ces différents points à date, enfin voilà, on a rediscuté, ça a permis de coucher noir sur blanc. Ça, c'est un élément. Au même titre que les droits d'entrée ou les royalties, c'est un élément de la réflexion. Nous, on a plutôt ciblé un partenaire avec qui on se projetait, au-delà de l'aspect rentabilité, plan de rentabilité, évolution de chiffre d'affaires, de dire comment on va travailler avec lui dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans. Qu'est-ce qui va nous amener, qu'est-ce qu'on lui amène et comment ça va se passer, comment on va construire le futur. Au-delà de toute cette notion d'apport et d'investissement qu'on évoque depuis le début, il y a aussi une notion qui est souvent délaissée par les porteurs de projets, on l'a vu en amont de cette émission, c'est le besoin de fonds de roulement ou la trésorerie. Cécile Pesquine, pourquoi c'est important à ne pas négliger quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on rejoint une enseigne en tant que franchisé? Alors c'est vraiment indispensable pour parler côté avocat qui voit souvent arriver un dossier quand il y a un contentieux et donc quand il y a eu un problème. On se rend compte que les cas d'échec en franchise, mais dans une activité commerciale quelle qu'elle soit, vont souvent découler de l'incapacité de l'entrepreneur à faire face à des imprévus. Je m'explique, je dois ouvrir un point de vente, j'ai des travaux, j'ai projeté un fonds de roulement qui tient compte d'une durée de 3 mois de travaux, de telle enveloppe. Si, quand l'entrepreneur arrive, il découvre un mur porteur qu'il faut mettre un IPN et qu'on prend 3 mois dans la vue, eh bien dans ces cas-là, j'ai besoin d'un fonds de roulement plus important. Suis-je en capacité de faire face à cet aléa? Deuxième cas de figure, mon point de vente est prêt à ouvrir, tout se passe bien, j'ouvre et là, patatras, des travaux juste à côté de mon emplacement que je n'avais pas anticipé, ou bien une énorme grève, ou bien des attentats qui font que le public qui devait s'adresser à moi n'est pas en mesure de venir lorsque j'ouvre.
est-ce que j'ai suffisamment de trésorerie pour faire face à ces quelques mois de latence? Et parfois, c'est même inhérent au concept. Alors, vous allez peut-être nous en parler, messieurs, dans le service à la personne, mais parfois, avant de proposer certains services, je dois disposer d'un agrément, et donc je vais lancer mon activité sans pouvoir proposer la pléthore, le panel total de services, et j'ai besoin peut-être d'avoir une trésorerie supplémentaire pour anticiper cette latence. Donc, à mon sens, il ne faut pas se limiter aux besoins en fonds de roulement classiques exprimés dans les business plans classiques, et il faut prévoir un petit coussin, voire un moyen coussin pour parer aux imprévus. Si jamais on ne s'en sert pas, rien de dramatique, c'est plutôt très bien, et si jamais on en a besoin, on pourra faire face. Car on se rend compte que les déconfitures, les dossiers qui arrivent en faillite au tribunal de commerce, généralement, sont simplement liés à l'impossibilité d'avoir cet appel d'air, d'avoir un tout petit peu de trésor en plus qui permettrait de poursuivre et de faire péricliter l'entreprise. Justement, comment ça se passe au sein de votre réseau? Parce qu'on le sait, les services à la personne nécessitent un peu de temps pour démarrer et faire rentrer le premier chiffre d'affaires. Oui. Donc comment ça se passe au sein de la main tendue? Alors, on a plusieurs... alors, déjà, l'apport personnel, s'il est un peu plus important, va pouvoir générer des fonds en matière de fonds de roulement. Ça, c'est un premier point. On demande souvent à ce que le franchisé voit avec sa banque un pré-relais au niveau de la TVA. Parce que quand on démarre, il faut attendre le premier trimestre pour pouvoir récupérer la TVA qu'on a injectée. Et puis la TVA, au début, elle est importante, puisqu'il y a le kit de communication, les droits d'entrée, la formation, et puis tous les frais. Tous les frais d'agence, les frais d'enseigne, etc. Et cette TVA, le franchisé va la récupérer 3 mois après. Donc, on demande toujours un pré-relais. Généralement, c'est accepté. En 98% des cas, c'est accepté. Donc, ce qui permet au franchisé de pouvoir récupérer sa TVA déjà, donc de l'argent qu'il aurait reçu 3 mois auparavant. Et puis, après, alors nous, on a, pour éviter, parce qu'il y a un délai d'instruction sur l'agrément qui est de 3 mois, un délai administratif. Disons les choses comme elles le sont. Ce délai n'est pas souvent respecté. Il met parfois un certain temps. Donc nous voyons avec nos franchisés, on démarre sur du déclaratif, ce qui permet aux franchisés de démarrer rapidement son activité. Il faut entendre que le franchisé, c'est son entreprise. Il a injecté, il prend des risques. La prise de risque, je sais ce que c'est en tant qu'entrepreneur depuis 21 ans. Et cette prise de risque, il faut qu'il soit serein. Et la sérénité, s'il se dit je dois attendre le délai d'instruction pour pouvoir obtenir mon agrément et pour pouvoir démarrer mon activité, c'est assez compliqué. Donc le fait de démarrer sur du déclaratif, ça permet aux franchisés de démarrer rapidement sur des activités de confort, livraison de repas, téléassistance, etc. et de pouvoir générer rapidement des ressources. Et ensuite, nous allons fonctionner comme ça et l'agrément va courir pendant alors que l'activité est déjà démarrée. Voilà, donc ça permet. Et après, il y a également Initiative France, tous les prêts d'honneur que l'on peut avoir qui vont pouvoir générer un peu plus de fonds propres pour que le franchisé puisse avoir un matelas confortable en matière de trésorerie. Décalage de remboursement. Décalage de remboursement. Comment vous avez appréhendé cette question-là? On a demandé aux partenaires bancaires un décalage de remboursement. Bravo, d'ailleurs. Voilà. On a demandé 1 an. 12 mois, ils ont tenu 12 mois. Donc ça, c'est essentiel dans votre secteur d'activité. C'est essentiel. Okay. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir éclairé un peu plus sur cette notion d'apport personnel et plus largement sur le modèle de la franchise. On peut évidemment vous retrouver tous les trois sur le Salon Franchise Expo Paris qui se tiendra du 16 au 18 mars prochain à Paris, porte de Versailles, au sein du Hall 1. D'ici là, n'hésitez pas à préparer votre visite en téléchargeant notre application Franchise Expo Paris ou en vous rendant sur le site internet franchiseparis.com. Et pour encore plus de conseils et de témoignages, je vous suggère d'aller sur le site tousentrepreneurs.com où vous trouverez toutes les clés pour lancer votre projet. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.